Parfait. Bon, est-ce que ça va aller comme ça? Bon, je passe. Pas de conflit d'intérêt lié à la présentation d'aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir là, de vous parler d'un sujet qui est pertinent, je pense, pour toutes les tranches d'âge, mais on en parle, puis parfois on trouve qu'on a moins d'outils pour parler de sevrage lié à l'utilisation de substances chez les ados spécifiquement. Donc pour aujourd'hui, l'idée, ça va être de discuter des principales substances qui peuvent mener à un sevrage chez les jeunes. On va parler des signes, des symptômes physiques et psychologiques liés au sevrage de certaines substances plus spécifiquement, puis expliquer la prise en charge liée au sevrage de substances psychoactives chez les jeunes. Donc, juste d'entrée de jeu, j'aimerais vous parler de l'importance de l'approche centrée sur la jeune personne. Je pense que c'est quelque chose qu'on discute quand même à travers nos cas depuis le début de la session écho. Mais souvent, je pense que ça tourne autour d'une série de questions. Comment offrir des soins qui seraient à la fois centrés sur les besoins des ados, des jeunes adultes, centrés sur les besoins de la famille, de l'entourage, qui tiennent compte d'expériences passées, de traumatismes, qui peuvent impliquer les ressources autour de la jeune personne en communauté, qui serait aussi basé sur l'évidence, la science, puis sensible aux aspects sociaux, ethno-culturels, comme on vient de le voir dans la présentation de cas d'aujourd'hui, en étant en collaboration avec la jeune personne et peut-être des fois même en situation de crise, c'est compliqué. Puis j'espère qu'à travers la présentation d'aujourd'hui, vous allez voir des pistes là, finalement pour intégrer ces concepts-là qui sont vraiment très importants là, dans le contexte de bâtir une alliance thérapeutique. Donc, je vais vous partager quelques chiffres qui sont un peu plus généraux là, sur l'utilisation de substances chez les ados. Je trouve que ça nous donne quand même un point d'entrée là, pour savoir, quand on parle de sevrage, on parle de quelle substance puis pourquoi. Donc, bon, tableau québécois, actuellement, la cigarette est beaucoup moins utilisée chez les jeunes que l'est maintenant la vapoteuse. On voit que c'est une tendance qui se maintient. Puis, je vous parle de cigarette de nicotine parce qu'effectivement, c'est une substance qui peut mener à un sevrage assez important, avec plusieurs implications sur les soins ou le suivi ou l'alliance. Donc, selon les dernières données, là, il y a à peu près 2-3 des élèves du secondaire qui rapportent 15-20 de la. Si on regarde les tendances liées à l'alcool, qui est certainement une substance qui peut mener à un sevrage sévère, parfois dans des contextes hospitaliers ou autres, mais on voit qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui qui utilisent de l'alcool dans les derniers 12 mois que c'était le cas il y a 10 ans, puis je dirais même il y a 20-30 ans. Le cannabis, un peu la même chose, là, avec la légalisation et tout ça, on avait pensé, oh, l'utilisation de cannabis chez les jeunes risque d'augmenter, mais en fait, chez les ados, ce n'est pas vrai. Mais si on regarde maintenant dans d'autres tranches d'âge, on s'aperçoit que l'utilisation de cannabis est la plus élevée chez les jeunes adultes, finalement. Puis on regarde là, avec les bandes de couleurs là, entre 2018 et 2023, là, qui sont les 5 ans qui ont suivi la légalisation du cannabis au Canada, qui ne semble pas y avoir eu chez les plus jeunes, là, donc les 15-17 ou les 18-20, une augmentation, sinon pas une diminution d'utilisation de cannabis dans les 3 derniers mois. Mais que chez les jeunes adultes, quand même, généralement, ça reste quelque chose d'assez fréquent. Puis le cannabis aussi, c'est une substance qui peut mener à un sevrage. Puis donc ici, on voit aussi là, sous un autre angle la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, donc dans la période pandémique versus post-pandémique. Puis ce qu'on voit, c'est que les choses semblent relativement stables dans les différents groupes d'âge. Une tendance en parallèle avec le vapotage de nicotine qui a beaucoup augmenté, c'est qu'on voit actuellement dans l'utilisation du cannabis que la proportion des personnes utilisatrices, ados et jeunes adultes qui le font sous forme de vapotage augmente de façon assez régulière, mais particulièrement chez les ados. Je l'ai encerclé ici, là, les 15-17 ans, c'est la majorité des ados qui utilisent du cannabis qui le font sous forme de vapotage et donc de produits qui sont assez forts, assez concentrés, qui peuvent, avec une utilisation régulière, mener à un sevrage qui serait significatif. Donc, je vous partage là, finalement un tableau sur presque 30 ans finalement là, venant de l'Ontario là, qui ont des très bonnes données de sondage populationnel. Puis on voit, ça résume un peu ce que je disais, là, certaines tendances qui sont à la baisse au niveau de la consommation d'alcool chez les étudiants du secondaire, là, donc les ados. Le cannabis aussi un peu à la baisse, mais on voit des signaux un peu partout au Canada que les médicaments prescrits ou non prescrits sont utilisés de façon récréative ou non médicamenteuse finalement. Il y a vraiment une augmentation dans les dernières années. Ça inclut évidemment les opiacés, mais aussi les sédatifs, les stimulants. Et puis ça, c'est quelque chose qui va même surpasser des niveaux de consommation d'autres substances qu'on peut s'imaginer sont plus communes, là. Donc, c'est un chiffre qui m'avait quand même surpris, là, mais en Ontario, en 2023, il y a plus d'ados qui avaient dit utiliser des opiacés sous prescription, là, une pilule de morphine, une pilule de codéine, Tylenol avec codéine, etc., que d'avoir utilisé du cannabis. Donc, ça serait des tendances qui seront à vérifier, mais certainement quelque chose qui est marquant. Donc, parlons un peu plus de sevrage. D'entrée de jeu, si on parle de sevrage, il y a un sevrage
possible ou potentiel avec à peu près toutes les substances psychoactives qui peuvent mener à une dépendance. Si on développe une dépendance à une substance, ben on peut, si on arrête, avoir des symptômes. Notre corps nous dit, notre cerveau nous dit, ressent, j'en veux encore, et donc on tombe dans un sevrage qui serait à la fois avec des impacts au niveau psychologique puis au niveau de la santé plutôt physique. Mais il faut savoir qu'il y a trois, voire quatre grandes catégories de substances qui peuvent mener à des sevrages qui sont très, très sévères, voire potentiellement mortels. Puis, chez les ados, ce qu'on voit le plus souvent dans un contexte de clinique, ce serait l'alcool si on est quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours, des benzodiazépines là, ou des sédatifs qui peuvent mener à l'intérieur de quelques mois de consommation à des sevrages assez violents, puis les opioïdes, les opiacés qui peuvent finalement aussi amener des symptômes de sevrage qui sont importants. J'ai mis en haut en orange le GHB, qui est une substance qu'on voit moins chez les ados et qu'on peut voir quand même chez les adultes, puis qui mène vraiment à des sevrages qui sont violents. Le point commun, je vous dirais, là, avec ces différents sevrages-là, c'est qu'effectivement, ben, il peut y avoir des symptômes qui sont incapacitants. Donc, si on prend l'exemple d'une jeune personne avec un tableau de polyconsommation qui serait hospitalisée, placée en centre jeunesse, mis en détention, puis pour qui on n'agit pas sur un sevrage potentiel, ben, il peut y avoir des symptômes qui incluent ben, de l'anxiété, de l'irritabilité, un manque de sommeil, évidemment, mais des convulsions, voire des comas là, pour l'alcool, les benzodiazépines. Donc, c'est certainement des substances qu'il faut adresser si on est en contexte de clinique ou de rencontre hors contexte hospitalier, puis on a une personne qui me dit ah, ben, je veux arrêter ou je vais être dans une situation où je vais devoir arrêter soudainement, mais il faut savoir si effectivement on a besoin d'une surveillance médicale, d'une hospitalisation, d'une évaluation par un médecin là, pour adresser finalement le sevrage qui pourrait avoir des répercussions sur la santé. Donc, il y a quand même beaucoup d'écriture ici, mais je voulais vous parler finalement des différentes spécificités de chaque substance. On n'ira pas nécessairement dans les détails là, pour la présentation d'aujourd'hui, mais il y a un outil qui existe au Québec, là, le NIDEP, là, pour déterminer finalement euh, les risques liés au sevrage, qui peut certainement être un outil avec lequel vous êtes probablement familière, pour déterminer finalement le niveau de risque par rapport au sevrage. Et puis, c'est un outil qui pourrait être utilisé chez les ados ou chez les adultes. Mais si on se tourne un petit peu plus dans les différentes substances spécifiques, le sevrage d'alcool, qui est probablement le mieux décrit, documenté dans la littérature, on l'a décrit en quatre étapes, si on veut, qui vont du sevrage qui serait léger dans les heures qui vont suivre la dernière consommation pour les personnes vraiment qui vont boire régulièrement des quantités quand même assez importantes sur plusieurs mois, plusieurs années. Puis ça peut aller vers les hallucinations, les convulsions et l'état de delirium tremens, qui en fait ce qu'on craint, là, finalement, là, qui peut finalement se solder par un coma et même la mort. Donc, on sait que les molécules qu'on retrouve dans l'alcool vont vraiment se lier à certains récepteurs dans le système nerveux. Puis donc, que s'il n'y a plus d'alcool de façon soudaine dans un corps qui est très habitué à ça, ça peut être très sévère. Et puis donc, il y a des échelles de mesure de la sévérité du sevrage. Ici, c'est très petit, là, mais c'est l'échelle CIOA qui est utilisée souvent en milieu hospitalier. Vous aider à savoir ben, si une personne rapporte des symptômes de sevrage, est-ce qu'on est capable de dire si c'est un syndrome qui est sévère, modéré, bon, plus léger, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça. Donc, il y a quand même une question qui se pose à savoir si on a un ado, par exemple, qui se présente en situation de sevrage, quels sont les recours? En fait, en ce moment, la plupart des centres pédiatriques ne se sentent pas très bien outillés pour soutenir les ados qui ont un sevrage d'alcool et d'autres substances. Donc, il y a quelques années, j'ai travaillé à publier finalement un protocole qui est vraiment adapté des soins adultes pour savoir comment on peut, de façon sécuritaire, soutenir une jeune personne qui sera en situation de sevrage. Mais des fois, il faut en discuter avec les partenaires à savoir si le meilleur milieu pour soutenir un ado en sevrage sévère serait, par exemple, un hôpital adulte qui accepterait des ados ou vraiment d'aller vers un hôpital pédiatrique, mais avec un certain soutien, des fois d'extérieur de professionnels en toxicomanie ou en dépendance adulte. Puis souvent, ben, ce qu'on va faire, c'est que si on est en situation de sevrage, on anticipe un sevrage, on va prescrire des benzodiazépines, comme le diazépam par exemple, ou l'Ativan, qui vont pouvoir, en dose descendante sur 4-5 jours, habituellement amener un soulagement des symptômes de sevrage, puis empêcher des complications qui seraient graves ou mortelles. Si on parle de benzodiazépines, ben, on en entend beaucoup parler chez les ados parce que finalement, c'est très facile d'accès, les pilules de Xanax, entre guillemets, et autres benzos qui finalement ne coûtent pas très cher, sont parfois faites de façon plutôt artisanale ou mélangées avec d'autres substances, mais on le sait qu'après quelques mois d'utilisation, même chez certains jeunes là, que j'ai eu dans ma pratique après quelques semaines, d'utilisation intensive tous les jours, plusieurs fois par jour,
on peut avoir un symptôme de très, très, très sévère qui va quand même ressembler aux différents symptômes qu'on voit avec l'alcool, mais de l'irritabilité, l'appétit, le cœur qui bat vite, des maux de tête, des douleurs un peu partout, difficulté à dormir, puis éventuellement un certain état de délire, de convulsion, possiblement de délai qui est décrit dans la littérature, mais en fait, on n'en entend pas tant que ça parler parce que ben, c'est peu documenté. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui a été fait là-dessus chez les plus jeunes. Puis, c'est pas toujours clair de savoir ben, à quel point on développe un risque de sevrage sévère selon la durée de l'utilisation. Puis, je pense qu'il y a des variations aussi individuelles selon notre génétique, selon comment on élimine les substances et tout ça. Donc, des fois, c'est pas si facile de se faire une idée. Puis, encore une fois, comme pour l'alcool, il y a des échelles de mesure des symptômes de sevrage qu'on peut utiliser. Si c'est l'échelle 6 voies, qui nous permet d'avoir une idée là, de la sévérité des scores. Puis pour traiter un sevrage au benzo, ben, en fait, la façon de le faire, c'est de donner des benzodiazépines qui seraient plutôt longue action, qu'on est en dose descendante, mais sur plus longtemps. Et puis, effectivement, chez les ados, il n'y avait vraiment pas beaucoup de données scientifiques sur comment on peut faire ça. Si on a, par exemple, un ado qui se présente avec un sevrage où on arrête d'un coup, comment on peut l'accompagner? Puis, ce qui a été fait à quelques reprises, c'est d'offrir des hospitalisations de quelques jours à quelques semaines où on fait une surveillance. On offre des benzodiazépines en dose descendante, mais souvent, quand on est plus à l'adulte dans une consommation de benzodiazépines sur très longtemps, bien, on va plutôt préconiser un sevrage lent sur même des semaines ou des mois. Mais l'idée, puis comme c'était le cas dans cette personne, dans ce cas-là qui est décrit là, pour une personne de 16 ans, on avait fait une hospitalisation de presque 2 semaines là, pour soulager les symptômes de sevrage en diminuant quand même assez rapidement, de jour en jour, les benzodiazépines ou en équivalent de ce que la personne consommait. Et puis, finalement, le plus important, c'était donc de lier avec des services par la suite pour maintenir l'arrêt, si c'était l'objectif de la jeune personne, comme dans ce cas-ci. Les opioïdes, ben, on en a parlé quand même plusieurs reprises durant la session écho, mais c'est une substance ou une catégorie de substances finalement qui peut mener à des symptômes de sevrage qui sont sévères, qui peuvent se développer quand même rapidement dans les heures ou une journée ou deux suite à la dernière consommation, dépendamment du type d'opioïde, si c'est quelque chose qui est de très longue action ou pas. Ça peut mener à des symptômes très, très désagréables, mais actuellement, ce n'est pas quelque chose qui va être mortel. Donc, c'est de traiter surtout les symptômes. Puis, si on pense à un contexte où on est hospitalisé, où on recherche de l'aide, puis on n'adresse pas le sevrage, pour moi, c'est un peu comme un non-sens parce que c'est quelque chose qui va tellement être envahissant. Donc, si on veut soulager ces symptômes-là, ben, c'est sûr qu'il y a possibilité de donner finalement des opioïdes qui vont être en dose contrôlée avec des opioïdes qui sont de grade pharmaceutique, donc plus sécuritaires, par exemple, que ce qu'on pourrait s'injecter sur la rue ou autre. Puis, on peut mener directement, si on est dans un contexte d'hospitalisation ou de rencontre en clinique, faire un pont vers une thérapie aux agonistes pour finalement y aller vers quelque chose de plus long comme la buprenorphine, la méthadone, etc., etc. Et puis, c'est quelque chose qui peut se faire aussi chez les ados. Donc, s'il y a vraiment une sensation d'être pris, d'avoir une dépendance, et tout ça avec les opioïdes, on va vouloir déjà introduire la question, la notion de thérapie aux agonistes qui pourrait finalement réduire les risques, les méfaits, puis aider finalement à aller vers un abstinence si c'est l'objectif qui est souhaité. Donc, comme pour les substances que je mentionnais avant, il y a des échelles, des scores de sevrage. On peut faire des admissions hospitalières chez les ados, par exemple, pour introduire un traitement aux agonistes aux opiacés, puis faire une surveillance. Il y a plusieurs médications qui peuvent être données aussi pour soulager les symptômes plus comme l'irritabilité, l'anxiété, la nausée, la difficulté à dormir, qui seraient des médicaments plutôt symptomatiques puis qui pourraient être donnés plus à court terme. Euh, et puis, des fois, c'est une opportunité aussi, là, si on se présente à l'hôpital dans un contexte de sevrage, d'avoir accès à certains soins au service de santé. Donc, une hospitalisation liée à ça peut être vraiment une opportunité, finalement, d'offrir des services. Donc, je veux quand même ouvrir des parenthèses sur des substances qui sont très, très communes chez les ados, puis que j'ai mentionné d'entrée de jeu, puis je parle du cannabis ici, parce qu'effectivement, le cannabis peut mener à un sevrage. Donc, si on en prend dans le moment, mais dans la boîte orange, on voit qu'il y a des effets qui peuvent être plaisants, qui peuvent être euphorisants, puis il peut y avoir aussi dans le moment des effets qui sont moins recherchés, là. On peut être bon, soit d'intoxication, avoir un jugement altéré, avoir des pensées envahissantes, paranoïdes, psychotiques, hallucinations, etc. Si on pense à la composante de sevrage, donc on utilise du cannabis depuis plusieurs mois, bon, même des années, et on arrête, ça va prendre seulement un 12-24 heures avant d'avoir des symptômes plus bon, qu'on arrive à reconnaître, mais ça peut inclure tout ce qui est dans la boîte bleue, puis ça peut durer vraiment pendant des semaines. Donc ça, bon, mais de mon point de vue en pédiatrie, souvent ça représente un obstacle quand même assez majeur à l'arrêt ou à la diminution. Si on voit quand on arrête qu'on ne se sent pas bien, puis on ne se sent pas bien pendant des semaines, souvent si on est avec des ados, c'est important d'en parler avec la famille parce que l'enfant, l'ado peut vraiment avoir
l'air de passer un mauvais moment, puis avoir une attitude qui est difficile, mais d'être en train de vivre un sevrage qui est moins violent que pour les substances que j'ai mentionnées plus tôt, mais qui peut être quand même tout à fait présent, puis avoir vraiment un impact sur le fonctionnement. Tu sais, si on est pris avec l'agitation, l'agressivité, on dort pas, on mange pas bien, c'est dur d'aller à l'école pour un fonctionnement normal. Puis, je vous montre ici une figure qui est tirée d'un article publié récemment qui montre qu'il peut y avoir différents symptômes qui se présentent à différents moments selon les jours d'arrêt. Et puis, vraiment, ce qui peut durer, ben, c'est quand même ce sentiment-là d'agitation, d'une humeur plus agressive. Dans ma pratique, je vois des difficultés de sommeil qui peuvent vraiment durer pendant plusieurs semaines, voire des mois. On peut adresser avec plusieurs différents moyens. Quand on parle de traiter la dépendance ou le sevrage au cannabis, il n'y a pas de médication qui a vraiment été démontrée ou efficace ou approuvée pour le faire. Puis souvent, c'est déjà de parler des symptômes de sevrage, de reconnaître que c'est quelque chose, d'offrir du soutien si on est dans une perspective où on arrête volontairement ou non la consommation. Il y a certains traitements qui sont plus expérimentaux, qui ont été étudiés dans des petits groupes avec les ados, l'N-acétylcystine qui peut être prescrit pour diminuer les envies de consommer ou même parfois dans certains contextes de sevrage, on peut le prescrire. D'autres médications que j'ai nommées ici ne sont pas nécessairement approuvées. Puis, ben, des molécules comme les antidépresseurs peuvent être utilisées pour adresser des symptômes d'anxiété de fond là, ou sous-jacents, mais pas nécessairement d'efficacité directement sur le sevrage au cannabis. Puis, ben, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une approche quand même de réduction des méfaits. Si on est dans un contexte où on crée le sevrage, on ne veut pas arrêter, est-ce qu'on est capable d'aller vers des formes de cannabis qui auraient des moins fortes teneurs en THC? Est-ce qu'on y va avec une réduction des arrêts progressifs, etc.? Des façons de consommer qui seraient moins nocives. Je vais vous parler, pour conclure, là, dans les différentes catégories de substances de la nicotine. Ben, comme je l'ai mentionné, la nicotine, ben, les jeunes, mais les adultes aussi en utilisent fréquemment. Avec le vapotage, on voit vraiment une recrudescence de l'utilisation de nicotine chez les ados qui souvent peut s'introduire dans un tableau de consommation d'autres substances. Mais souvent, le sevrage à la nicotine va être le sevrage que les jeunes vont nommer comme étant prévalent, inconfortable, rapidement présent, après une, deux, trois, 4 heures d'arrêt. On peut déjà les avoir. Donc, dans la boîte orange, encore une fois, maux de tête, irritabilité, difficulté de concentration, agitation, faim, etc. Ça peut se présenter. Puis, si on a une utilisation vraiment très régulière de la vapoteuse, de la cigarette ou d'autres formes de tabac, ben, ça peut durer aussi quand même pendant quelques semaines. Puis, il y a une composante aussi où on a de la difficulté à changer nos habitudes autour de la consommation de ces produits-là. Donc, chez les ados, chez les adultes, la thérapie de remplacement à la nicotine, c'est un outil parmi d'autres qui peut vraiment aider à réduire dans le moment les symptômes de sevrage. Donc, si on pense à une hospitalisation, à un placement et tout ça, mais c'est quand même, je pense, assez bien mis en place actuellement au Québec, là, dans les centres jeunesse, par exemple. On veut donner accès à des thérapies de remplacement de la nicotine pour soulager les envies de consommer puis les symptômes de sevrage. On dirait que finalement, c'est beaucoup plus sécuritaire d'utiliser des formes prescrites ou pharmacologiques de remplacement de la nicotine que des produits du tabac ou du vapotage. Donc, c'est un peu le principe général. La vapoteuse n'est pas un outil de thérapie de remplacement de la nicotine chez les ados et jeunes adultes actuellement, selon les données de la science. Puis, ben, les sachets de nicotine dont on entend un peu plus parler ces temps-ci, qui sont bon, approuvés là, comme un produit de cessation tabagique chez l'adulte n'ont vraiment pas été très étudiés. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va recommander d'emblée, surtout qu'il y a beaucoup de sachets de nicotine qui viennent en plein de saveurs qui sont commandés de façon légale ou en ligne, qui pourraient finalement mener à une plus grande dépendance, là. Donc, ce n'est pas dans l'idée de créer un nouveau problème. Puis, on sait qu'au Québec, les pharmaciens peuvent prescrire et ajuster la thérapie de remplacement à la nicotine. Donc, il y a des belles opportunités là, d'agir en partenariat avec des ressources en communauté. Donc, je pourrais parler très longtemps de conversion ou de recettes pour savoir combien de milligrammes ou de cigarettes, de nicotine, de vapoteuse on doit avoir consommé pour prendre tel patch ou tel gomme et tout ça. Il y a des équivalences bon, qui sont suggérées dans certains guides, dans certaines recommandations, de dire qu'un milligramme de sel de nicotine dans une vapoteuse, par exemple, peut équivaloir peut-être à un demi-milligramme de thérapie de remplacement. Mais selon les sources, puis selon l'utilisation, puis selon la technique, puis le type de vapoteuse, ça peut vraiment varier. Puis je vous ai mis un exemple ici, là. C'est plus facile de faire ce genre de conversion-là si on a des capsules de type PODS, là, où on a 1 millilitre avec un nombre de millilitres qui est écrit sur l'étiquette ou sur la boîte. Des fois, dans les vapoteuses plus grosses à 20 000, 50 000 bof, il faut quand même chercher pour savoir c'est quoi la concentration puis combien de millilitres. Mais bref, on peut se mener à un certain calcul puis essayer de voir quelle serait la meilleure patch et tout ça. Puis il y a un outil qui a été créé là, en santé publique récemment là, pour mettre ça dans une équation mathématique. Mais je vous dirais que
si on a une personne qui vapote ou qui fume toute la journée, 5 minutes après s'être réveillé, se réveille la nuit, on va souvent y aller avec des produits de pleine force, là, donc la patch la plus forte à 21 mg, puis on pourra diminuer par palier. On peut combiner ça avec des produits plus courte action comme la gomme, puis les pastilles. Une diapo va être donc, c'est par exemple comment on pourrait recommander ou prescrire ça chez les ados. Mais ça fait partie d'un parmi d'autres outils pour adresser la dépendance à la nicotine, incluant le counseling, puis les ressources en ligne, etc. Donc, je voulais vous offrir un petit tour d'horizon finalement sur les différentes substances, sur les différentes caractéristiques, les choses qu'on peut voir avec le sevrage. Puis, je pense que d'abord et avant tout, on veut garder en tête les besoins, le contexte, puis les spécificités de la jeune personne qui serait en situation de sevrage, comprendre qu'est-ce qui a mené à ça, puis comprendre quels sont les objectifs pour mieux pouvoir assister puis soutenir. L'approche basée sur la jeune personne qui tiendrait compte des traumatismes, c'est à préconiser. Puis, j'ai mentionné certains exemples, par exemple, des situations où on est placé en centre jeunesse, où on est hospitalisé, puis on vit un sevrage. Ça peut vraiment mener à d'autres traumatismes qu'on voudrait éviter, puis une difficulté finalement à faire confiance, possiblement à certains services ou à certains professionnels. Il y a quand même très peu d'évidence scientifique sur comment adresser le sevrage spécifiquement chez les ados, même les jeunes adultes, puis donc on adapte de la littérature adulte, puis dans la plupart des cas, c'est quelque chose de raisonnable à faire. Donc, on peut faire ça de façon sécuritaire là, si on a une bonne surveillance. Puis des outils validés comme le NDEP pour mesurer un petit peu les risques là, de sevrage ou les échelles peuvent vraiment nous aider, nous guider dans ce qu'on doit faire. Puis finalement, ben, les sevrage de nicotine et cannabis, ben, ils sont vraiment fréquents, ils sont incommodants, puis on ne voudra pas oublier les potentiels mortels de certains sevrages, comme de substances comme l'alcool, les benzodiazépines, le GHB, puis des sevrages vraiment sévères là, par rapport aux opiacés. Donc voilà, je vous laisse là-dessus avec des images qui me font penser que le printemps s'en vient. Alors, je vais arrêter le partage d'écran, puis